Spécial, je fais une petite photo avec Zidane, Didier Deschamps. Ouais, mais c'est une bonne pression. Ah si, moi je dis beaucoup avec la pression. Enfin, je veux dire, toute ma vie, moi je l'ai faite sur la pression. Moi, je pense surtout qu'on devrait chacun s'occuper de nous-mêmes et qu'on a le droit de vivre avec des craintes, des peurs, des complexes. Le plus important, c'est de trouver des solutions. Hello la compagnie, club de départ, bienvenue sur le 3e épisode de Collège Park. Tu connais la gimmick, quand tu vois le bonnet, c'est que tu sais que c'est podcast, c'est échange, c'est discussion, c'est partage, c'est suis-nous et tu vas voir, ça va être plutôt cool. Max va te partager le programme et aujourd'hui on a encore de belles thématiques à aborder et je pense qu'on va pouvoir parler de pas mal de choses qui risquent de t'intéresser. Allez, let's go. Let's go. Aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de l'événement d'hier qu'on a pu aller voir, où on a été conviés. On va également parler du nouveau monde, Nouveau monde. à savoir tout ce qui concerne les nouvelles technologies, l'IA, tout ça. On va également parler d'influence, avec notamment les influenceurs en règle générale et le monde de l'influence. Ensuite, il y aura la crise en France. Et pour terminer, la psychologie et le développement personnel. Oula, des grosses thématiques là. On n'a pas peur de faire partir les gens. Non, ils vont kiffer. Vivement la crise. Ok, let's go, je t'en prie, attaque. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier dans l'après-midi? Bon, hier dans l'après-midi, rien de spécial. Hier, rien de spécial, vraiment rien de spécial. Je fais une petite photo avec Zidane, Didier Deschamps. J'ai perdu toute dignité. J'étais comme un gosse de 10 ans, non, c'était magnifique. Hier, on a eu la chance de participer à un événement magnifique, en plus pour une belle cause, pour l'association de Pascal Olmeta. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Pascal Olmeta, ça a été un grand gardien de foot. Et du coup, depuis quelques années, il organise un match caritatif avec des personnalités du rugby, du monde du rugby, des footballeurs, France 98 notamment. Et cette année, il y avait aussi des talents, des influenceurs, notamment Michou, et certains dont je ne pourrais pas citer le nom, mais je pense que tu vas pouvoir le faire, parce que c'est pas ma génération. Ouais. C'était hyper cool. Ouais, il y avait Gilles, il y avait Maxime Biagui. Et ouais, franchement, c'était une super ambiance. Moi, j'étais jamais allé dans un stade pour voir un match de foot. Mais même tout court, en fait, je crois pas. Et franchement, une ambiance de zinzin. C'était impressionnant à voir la foule qui célèbre et qui chante. Je sais pas comment ils font pour se coordonner d'ailleurs. Ouais, c'est... Tu sais, quand ça crie d'une tribune à une autre. Non, mais là aussi, il faut dire qu'on était au bon endroit, on était à Bollaert, Lens. Je pense que c'est l'un des plus beaux stades de France. Et pour un match caritatif, avoir 30 000 personnes qui se réunissent, avoir des joueurs de foot de légende, avoir des personnalités, franchement, c'était une belle fête. Et puis après, pour l'ambiance du stade, moi, j'ai un peu plus l'habitude d'aller dans les stades. Je vais souvent au Parc des Princes. Je suis allé au PSG. J'espère qu'on aura la Ligue des Champions cette année. Petit aparté. Et en fait, non, c'est des copes, c'est une ambiance, c'est une atmosphère, c'est une culture. Et pour le coup, je dirais même qu'à Lens, il y a une culture foot qui est plus prononcée d'un point de vue supporterisme, au niveau du public. Donc c'était vraiment incroyable. Et je pense que et les personnalités et les gens qui étaient présents dans les tribunes ont pris du plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir. Ouais. De ouf. C'était incroyable. Ah non, c'était nice. J'avais un petit peu l'impression d'être un escroc. Parce que moi, à la base, je suis pas fan de foot. De ouf. Et c'est vrai qu'avoir la chance de rencontrer Zidane, Deschamps, il y avait... comment il s'appelle le barbu, là? Chabal. Ouais, Chabal, Fabien Pelouse. Non, c'était des références. Après, je pense même pas que ça va au-delà du foot. Là, c'était le foot comme expression. Mais je crois que les années précédentes, ils avaient fait... C'était une mi-temps rugby, une mi-temps foot. Donc c'était varié aussi. Je crois que là, en fait, Zidane, je crois qu'il a passé le cadre du foot. Zidane, je crois qu'il est rendu au rang de légende vivante. Moi, une fois que j'avais posté ma photo sur Instagram pour dire hey, regardez, j'ai vu Zidane, j'ai pu échanger avec Zidane, c'est un truc de fou. J'ai des gens qui m'ont dit que je pouvais mourir tranquille. Alors, soit je vois le truc, mais je suis pas prêt encore à mourir. C'était incroyable. Moi, ça a été incroyable en tout cas de le voir. Je sais qu'à l'époque où on gagne la Coupe du Monde, j'ai 12 ans. Tu vois, j'avais des étoiles dans les yeux. Zidane, c'est la référence mondiale. On ne parle plus que de la France, là. C'était aussi un grand coach. C'est le premier à avoir fait 3 fois la Ligue des Champions avec le Real de Madrid aussi, en tant que coach. Enfin, le mec, c'est un monument. Je pense que Zidane, à côté de l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, Ouais. on est kiff bourricot. Donc, franchement, c'était cool. C'était vraiment nice. Un super moment. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'était pour une bonne cause. Donc, à partir de là, tout était réuni pour que ça soit une soirée à succès. Carrément. On peut remercier d'ailleurs Fred. Ouais, big shout-out à Frédéric Piquen, ancien international français, qui a joué à Saint-Etienne, qui a joué à Lyon, qui a joué à Portsmouth,
je dis pas de bêtises, qui a une grosse carrière de footballeur, qui est aujourd'hui présentateur sur Prime Video, donc qui fait tous les matchs de Ligue 1. Et on a la chance de pouvoir travailler avec Fred aussi, de l'accompagner dans le développement de son image perso et des projets qu'il a autour. Et c'était vraiment une superbe opportunité qu'il nous a donnée. Et je pense qu'on en a bien profité et que très prochainement, il devrait y avoir quelques images qui vont filtrer. Il y en a déjà pas mal qui sont sorties. Mais on a pu faire une belle couverture en photo et en vidéo, donc c'était génial. De toute façon, là, au montage, on pourra les poster. Hein, ça sera le podcast, il sort après. On est publié. Ouais, François, les gens, de toute façon, si vous ne savez pas quoi faire, allez sur d'autres Instagram. On a un Instagram pro, Frame Flow, on a nos Instagram perso, Maxime Rivière, et puis moi, Desti MW. Venez voir, il se passe plein de trucs, toute ton activité là-dessus. Donc, non, franchement, c'était cool. C'était un super moment. Ça a été intense en aller-retour, mais ça va, Dieu merci, Lens, c'est que 2 heures de route, donc de Paris. Donc, franchement, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Moi, j'ai pris énormément de plaisir et à côtoyer des légendes de mon enfance et en même temps la nouvelle génération d'influenceurs qui font aussi aujourd'hui la pluie et le beau temps. C'était bien d'échanger avec eux aussi parce que du coup ils apportaient une énergie différente, les gens étaient là aussi pour eux, donc il y avait un bon mélange et du coup de toute façon tu retrouvais comment dire, tu retrouvais un peu ce même effet dans les tribunes, c'est-à-dire qu'il y avait autant de personnes d'un certain âge qui connaissaient les anciens et puis parce qu'il y avait des joueurs qui étaient encore là d'une autre époque et puis toute la nouvelle génération qui était là aussi pour les talents type influenceurs, donc non, c'était vraiment cool. C'est clair. C'est clair. À remettre, je pense qu'il y aura d'autres événements comme ça très prochainement. Donc, de toute façon, moi, je pense que c'est des choses auxquelles on doit participer au-delà même de notre métier. Parce que d'une part, il y a des belles personnes. Et ensuite, en plus, tu te permets de faire quelque chose qui a une portée positive pour les gens qui en ont besoin. Et peu importe le type d'association. D'ailleurs, moi, j'invite toutes les associations qui ont besoin d'aide aussi dans leur communication ou à trouver des gens qui peuvent participer à mettre en avant leurs projets, nous contacter aussi. Parce que je pense qu'on peut être le relais aussi pour pas mal d'assauts qui vont venir en aide à des gens qui en ont besoin. Et voilà, en tout cas, le message est passé. Moi, j'ai kiffé et j'espère que toi aussi, parce que même si c'était une première dans un stade, c'était une sacrée grosse première. Ouais. Et il faut dire qu'on était un peu VIP aussi. Hein. Ouais. Oui, forcément, mais après, on va pas se mentir, hein, VIP, on travaillait. Bien sûr. On était là pour bosser, donc oui, on avait accès à des choses privilégiées. De manière privilégiée. Bref, on avait accès à des choses. C'est cool. Mais ça fait partie aussi du job, c'est ça qui est cool. Heureusement que des fois, on a des petits bénéfices aussi comme ça. Mais c'est sûr que moi, dans ma belle famille, ça kiffe le rugby. Et quand on m'a vu avec Chabal et Pelouse, on m'a fait comprendre que j'aurais pu envoyer des invitations. Et je ne suis pas responsable de tout ça. Malheureusement, il ne pouvait y avoir que nous. La prochaine fois, j'y penserai fortement. Le message est passé. Si ma belle famille regarde la vidéo, je vous aime. Et bah, c'est pour eux. Tu veux Je veux quoi? continuer sur... Non, sur l'événement d'hier? Ouais. Non, je pense que sur l'événement d'hier, on a à peu près tout dit. Si on doit rajouter quelque chose, si on doit faire un focus qui est un peu plus lié à ce qu'on fait, et c'est là où ça va être intéressant, j'invite tous les gens qui verront le travail qu'on a effectué sur nos réseaux à venir dire en commentaire de cette vidéo même ce qu'ils en ont pensé, parce que du coup, on était dans une approche différente de ce qu'on peut faire habituellement d'un point de vue communication, et le challenge, c'est toujours d'associer l'émotion à ce qu'on a vécu, et j'espère que les gens, quand ils vont pouvoir constater du travail qu'on a effectué, vont pouvoir avoir les mêmes émotions, si ce n'est en tout cas une belle approche des émotions qu'on a pu avoir en direct, parce qu'encore une fois, c'était exceptionnel. Et j'espère qu'on va pouvoir faire vivre d'autres événements de ce type, voire plus. Carrément. Autre sujet. Alors, je vais pas les prendre dans l'ordre parce que je pense... Ne soyons pas trop scolaires, balance un sujet, on discute, on voit ce que ça donne. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la crise en France. La crise en France. Ouais. De quelle crise on parle? Le pouvoir d'achat, principalement. Moi, j'ai un avis assez tranché, ça veut dire que... Enfin, assez tranché, oui et non. Je te dirais tout simplement qu'on vit des périodes difficiles aujourd'hui et que c'est pas facile pour beaucoup de gens, pour des familles, pour des gens qui ont des enfants, des gens qui ont des métiers qui ne payent pas suffisamment. Donc forcément, quand c'est la crise, ces difficultés-là sont un peu plus mises en exergue. Donc forcément, c'est des choses qui vont me peiner. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est peut-être l'occasion, un peu comme pendant le Covid, d'essayer de se renouveler. Je pense qu'on est toujours dans la même vague que celle du Covid, à savoir avec des gens qui ont envie de faire autre chose de leur vie, qui ont envie de prendre plus de temps pour leur famille, qui ont envie de se renouveler professionnellement parlant. Et donc, il y a peut-être des opportunités. Moi, je reste convaincu que c'est dans la difficulté qu'on trouve les opportunités et qu'on arrive à faire émerger de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouveaux revenus.
Et je me dis que même si c'est compliqué, on est quand même dans une période où, avec les réseaux sociaux notamment, quand on a la bonne idée, on peut peut-être améliorer son quotidien. Donc oui, c'est dur, oui, c'est compliqué pour beaucoup de Français, mais je serais un menteur si je te disais que c'était dur pour moi ou pour nous, puisqu'aujourd'hui, on a un métier qui nous fait travailler, heureusement. On a d'autres difficultés qui sont liées à celles de l'entrepreneur, mais on arrive à travailler. Je pense que c'est quand même l'essence du truc, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'opportunité de pouvoir faire ce qu'on aime, et en plus de ça, de gagner un peu d'argent. Je dirais juste, si je devais commenter la chose de manière neutre, euh, que chacun essaye de trouver dans sa difficulté l'opportunité qui peut lui permettre de changer sa vie. C'est beau, c'est facile à dire, mais j'y crois fortement. Mm. Moi, je pense que n'importe quelle crise, que ce soit celle du Covid, si je prends pour exemple ceux qui étaient dans le même métier que moi à l'époque de YouTube, le Covid, en tout cas pour les créateurs, ça a été une aubaine pour ceux qui n'avaient pas une prod comme on peut avoir aujourd'hui, parce que en fait tout le monde était chez soi. Maintenant les enjeux ils sont différents parce que la crise ça touche le porte-monnaie, mais ouais, je reste du même avis que toi dans le sens où moi je me sers de ces moments où c'est peut-être plus compliqué, et j'invite tout le monde à faire pareil. Les moments où c'est plus compliqué, c'est là où tu peux rebondir, et comme tu l'as justement dit, les idées elles proviennent souvent des moments où c'est le plus compliqué, Ah, c'est sûr. avec les opportunités qu'il y a sur Internet, dans le domaine du digital. Je pense que ce serait dommage de louper l'occasion de rebondir et de faire de l'argent sur Internet pendant la période de la crise. 100%, 100%, mais en plus, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a vraiment le choix? Je suis pas sûr qu'on ait le choix. Ça veut dire qu'il y a deux types, il y a deux types de comportements à avoir. C'est-à-dire, soit on a subi cette crise, et effectivement, ça va mal se passer, c'est une certitude. Ça, c'est quelque chose dont on est sûr. Soit à un moment donné, on se dit, ah, on n'a pas d'autre choix que de chercher d'autres solutions. Et le seul risque qu'on prend, c'est que ça se passe beaucoup mieux. Tu vois. Donc, en fait, dans une position équivalente, autant prendre le risque d'eux. Et encore une fois, hein, quand je le dis, c'est pas genre le mec à distance sur Internet qui dit aux gens lancez-vous. Je sais qu'il y a des difficultés, je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Maintenant, dans tout ça, je me dis qu'encore une fois, si chacun arrive à se générer de nouvelles opportunités, peut-être qu'ils peuvent devenir aussi eux-mêmes des opportunités pour d'autres, tu vois. Et je le vois comme un cercle vertueux, en fait, tu vois. Et je me dis, en fait, l'économie, ça devrait être ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, tu as des patrons, mais qui offrent l'opportunité à d'autres personnes de travailler et qui donnent l'opportunité à ces gens-là de vivre mieux, tu vois. Donc, je me dis qu'en fait, si on est dans un monde créatif et qu'on crée des opportunités, ça peut fonctionner. En plus de ça, pendant cette période-là, cette année, j'ai l'impression qu'on revient beaucoup à, puis on en parlait en off il y a quelques temps, on revient à un système où les gens, ils ont leurs entreprises et ils arrivent à créer une économie qui soit pas, où dedans il n'y ait pas en relation des multinationales, ou alors des gros groupes, dans le sens où on est beaucoup sur tout ce qui va être le domaine de l'agriculture, tout ce circuit court, Ça, c'est qui revient de plus en plus, je trouve. ça, C'est pas une grosse majorité, mais je trouve que c'est une belle initiative parce que ça permet à des entreprises, des petites entreprises, de pouvoir manger un petit peu. c'est cool et c'est une fausse. Enfin, c'est très cool, c'est très très bien. Les circuits courts, je veux dire, moi je suis le premier à valoriser le fait d'aller manger enfin d'aller acheter mes fruits et légumes chez mon maraîcher, prendre ma viande chez mon boucher. Ça, il n'y a pas de souci. Après, moi je suis pas enfin, je comprends pas trop l'idée qu'on a des fois de vouloir diaboliser les grandes entreprises. Je veux dire, la grande entreprise, elle est devenue grande aussi à un moment donné, mais avant d'être grande, c'était l'idée d'un individu qui a réussi à faire fructifier son idée, son business, et à le rendre massif. Alors c'est sûr qu'après, il y a plein de côtés négatifs qui ne permettent pas de toujours de se dire, bah vas-y, c'est juste. Donc il n'y a pas forcément de justesse là-dedans. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il faille la diaboliser. Elle est nécessaire en d'autres aspects. Après, c'était pas de la diaboliser parce que typiquement, l'autre jour, tu me parlais des oranges, je crois, avec les oranges d'il y a 10 ans qui aujourd'hui ont 50% de moins d'énergie ou Oui, il y avait les oranges, il y avait d'autres. oui, les vrais apports caloriques. Donc après, effectivement, moi je suis très content. Je sais pas qui est à la tête de Carrefour. Bien joué à lui. Par contre, niveau consommateur, en fait, si tu veux garder de la qualité et si tu veux manger en quantité nutrite, tu es obligé de payer plus. Ouais, mais ça, je pense, si tu veux, qu'encore une fois, c'est pas lié à l'entreprise. C'est lié à notre système de consommation. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système de consommation absurde. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on surconsomme. D'ailleurs,
je sais plus c'est quand est-ce que ça a apparu, ça, on nous a indiqué que, je sais plus quel mois de l'année, on avait déjà bouffé toutes les ressources de la Terre. C'est juste qu'on est dans une société où on est dans la surconsommation. Maintenant, de consommer en local, de réduire notre carbone, là, tout ça, là, toutes ces choses-là un peu green, moi, je suis à fond pour ça, tu vois. Mais il faut pas l'opposer. Faut pas dire que d'un côté, on a, si tu veux, un business ou une société hyper clean, 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 et qu'il n'est pas forcément, en vrai, quand tu regardes. Et de l'autre côté, on a les gros mastodontes, les monstres qui sont là, qui nous ont tous absorbés. D'ailleurs, McDo, au départ, si tout le monde a regardé le film, et j'invite tout le monde à regarder le film sur McDo, ça part d'un bonhomme, tu vois, et d'un autre qui développe l'idée plus que l'autre. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on redonne du sens aux choses. Si ces choses-là, elles ont du sens, parce que d'un point de vue local, on fait vivre une économie, et effectivement, on peut redynamiser tout un secteur, toute une ville, tout un village, toute une région, c'est hyper cool, mais à un moment donné, on aura besoin d'avoir aussi ces mastodontes qui peuvent permettre de faire rayonner une spécialité locale, nationale, et je pense que ça, c'est pas négligeable. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, la gastronomie française est reconnue à travers le monde, et que d'autres choses sont reconnues à travers le monde, parce que du coup, c'est devenu tellement massif qu'à un moment donné, les gens ont envie de l'exporter chez eux pour pouvoir le consommer aussi. Donc je pense qu'encore une fois, comme on l'a dit sur le podcast précédent, tout est question d'équilibre. Tu vois, maintenant, tous ceux qui ont des fausses bonnes idées et qui veulent nous faire croire que c'est celles qu'il faut faire et qui veulent nous obliger à les utiliser, à les consommer de cette manière-là, euh, moi, je m'en méfie toujours un peu. C'est comme là ce qu'ils nous font sur la voiture, tu vois. Par rapport à la classe moyenne, euh, par rapport à moi, ce que je vois par rapport aux gens que j'ai côtoyés pendant ma vie, on est plus sur du niveau alimentation. On va plus s'orienter vers un fast-food ou alors tu vois, quand on parle de gastronomie, on parle de Paris, la France, tout ça. C'est bien, mais c'est pas tout le monde qui a accès à une gastronomie comme ça. Ah, mais On a de la chance ah, d'avoir. mais la gastronomie, c'est pas forcément un resto c'est pas forcément un resto 100 balles, c'est des spécialités locales aussi. C'est-à-dire, tu peux aller manger, je sais pas, tu vas dans l'Est, tu manges une bonne choucroute, elle va pas te coûter forcément 100 €. Non, bien C'est sûr. partie de la gastronomie. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, je vais te dire, moi, ce que j'en pense réellement. Pourquoi les gens aujourd'hui vont plus facilement vers le fast-food? Je pense qu'ils vont plus facilement par le fast-food parce qu'en fait, ils ont un boulot qui leur prend beaucoup de temps, qui prennent des transports qui, dans une journée, vont leur prendre beaucoup de temps, qu'ils n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit et qui vont au plus simple, tu vois. Mais je te prends d'autres sociétés dans le monde où tu peux partir de chez toi à une heure correcte, rentrer chez toi à 17 h, avoir une deuxième vie, t'occuper de tes gosses, prendre le temps de faire à manger. Eh ben là, peut-être que tu manges un peu mieux parce que tu as le temps. Je suis pas forcément sûr que ce soit tout le temps une histoire d'argent. Je pense que des fois, c'est une question de temps. Et notamment, les fast-food répondent à ça. Cette fausse idée que bah, t'as pas le temps, t'inquiète, on le fait pour toi. Mais forcément, on n'a pas le choix de ce qu'on bouffe, entre guillemets, dans la qualité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je pense en fait, c'est une société qu'on doit définir et c'est une société qu'on doit vouloir vivre. C'est-à-dire qu'on définit les règles aussi. Et j'ai l'impression que depuis un certain temps, maintenant, justement, on définit plus les règles, on subit, tu vois. Et donc, du coup, effectivement, toutes ces grosses sociétés ont pris le lead et c'est elles qui nous imposent un peu notre façon de fonctionner, tu vois. Donc, les Uber Eats, les machins, bon, c'est super cool, machin, on te livre toutes les 2 secondes, machin, mais tu te rends pas compte que ton McDo, là, il me coûtait 10 balles quand elle est en te déplaçant. Aujourd'hui, il t'en coûte 15, ce qui est assez affolant. Après, ce qui est affolant, c'est surtout les additifs et ce qu'ils mettent dedans. Après, en fait, je pense que chacun doit avoir ses responsabilités au niveau de la consommation de bouffe. Et il y en a beaucoup qui se laissent aller. Et en fait, tu peux pas. En fait, on est tous victimes de ça dans le sens où, à force de mettre des additifs, je connais pas les termes exacts, mais euh, en fait, on va aller plus facilement vers ça plutôt que se cuisiner des courgettes. Je vais te dire, je suis pas si spécialiste pour te dire qu'il y a des additifs, qu'il y a des choses, ou que ça serait au même rang qu'une drogue et qu'en fait, Ah si, c'est au même rang qu'une drogue, mais bien plus. peut-être, mais dans le même temps, je connais des gens qui mangent de temps en temps un fast-food et qui vont pas se sentir obligés d'y revenir 10 fois de suite, tu vois. Moi, je pense surtout qu'encore une fois, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu trouves plus facilement du coca que un maraîcher proche de chez toi, bah, peut-être que tu iras plus facilement aller acheter un truc de merde. Ouais, bien sûr, après, c'est la résilience de chacun aussi, hein. Ouais, mais tu sais, après, voilà. Ça, c'est ta façon de voir les choses. Moi, de mon côté, je suis même pas dans un truc. Parce que c'est trop facile d'être là et de dire ouais, les gens sont pas résilients ou les gens vont dans la facilité. C'est un fait. Bon, bah, c'est un fait, mais je vais te donner un exemple simple. Moi, je suis père de famille, tu l'es pas, on n'a pas les mêmes problématiques. C'est-à-dire que quand je dois récupérer mes gosses après l'école, quand je dois leur faire manger le soir, j'ai pas le même rythme que toi qui as le temps peut-être après de pouvoir faire certaines choses. Donc je pense que les réalités de chacun sont tout à fait différentes. Donc c'est pas forcément une question de résilience. Des fois, tu vois aussi au plus simple.
parce que je pense qu'on a tous connu ça, pour ceux qui sont parents en tout cas. Tu rentres le soir, tu t'es tapé 3 heures de train le matin, 3 heures de train le soir pour rentrer chez toi après le boulot. Tu dois encore faire manger tes enfants, leur donner la douche, leur faire leurs devoirs. Eh ben, tu sais quoi, de temps en temps, si tu as un truc qui est tout prêt, qui est préparé, tu le fais. Bien sûr. C'est cette société qui te laisse pas le temps de... Ah non, mais là-dessus, je suis totalement d'accord. Je suis pas sûr que non. Mais je vais parler plus pour mon âge, du coup, et pour les gens qui ont mon âge. Parce que du coup, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas la même vie exactement. Les gens de mon âge, qui peuvent être potentiellement dans des études, si derrière, effectivement, la solution fast-food, c'est le plus rapide, la bouffe rapide à consommer rapidement, mais dans une optique de développement personnel, dans une optique de mindset et de remise en forme, ou juste de mise en forme tout court, je pense que c'est bon de prendre des bonnes habitudes, et c'est quelque chose que je trouve on a perdu avec le temps. Après, ça diffère de chacun. Je vais te bloquer. C'est même pas une question d'éducation, je vais te bloquer. Tu vas pas aimer ça, je vais te bloquer. Je suis d'accord avec toi à 1000%. Partons du principe que je suis d'accord avec toi à 1000%. Mais aujourd'hui, par exemple, tu prends des checkers quand tu bosses pas. Exactement. Ok. Pourquoi tu manges pas une banane? Pourquoi tu ne feras pas des flocons d'avoine? Pourquoi tu vas chercher un produit, on ne sait pas de quoi il est foutu, on fait croire qu'il est sain, parce que tu veux gagner en muscle plus rapidement avec du checker. Tu prends des compléments alimentaires. Est-ce que c'est moins cher? Tu prends des compléments alimentaires. Oui, d'accord. Les compléments alimentaires, tu peux les retrouver aussi dans ton alimentation. Bah, faut payer un certain prix. Donc, en fait, tu es en train de me dire que dans ce cas de figure, comme ça coûte cher, tu préfères prendre des trucs dont tu n'es pas vraiment sûr que ce soit bon pour ta santé. Et parce que de l'autre côté, c'est cher. Après, dans la protéine, tu trouves difficilement des trucs qui sont pas bons pour la santé. Alors, je dis pas, il y a différentes... Est-ce que tu sais de quoi c'est composé? Je suis pas sûr. Après, tu sais, on va pas aller sur certains longtemps. Mais moi, par exemple, quand j'entends les gens, et les sportifs notamment, et j'ai été sportif, où on t'incite à manger de la viande rouge très régulièrement, alors qu'en soi, la viande rouge, on ne devrait en manger qu'une fois par mois. C'est-à-dire qu'après, on peut tous jouer au scientifique, tu vois. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être dans cette forme de jugement et d'idées reçues, parce que d'une part, il y a une question de localisation, là où tu vis. Je pense qu'ensuite, il y a une question de... Parler en France, moi. Ouais, mais peu importe. Quand tu es en Bretagne, quand tu es dans la Creuse et quand tu es dans Paris, je pense que tu vis pas de la même façon. Et je pense que l'accessibilité à certaines choses, tu l'as pas non plus de la même façon. Donc en fait, les problématiques, elles sont aussi spécifiques à là où on vit, à notre environnement, à notre éducation et plein d'éléments. Donc on peut pas juste te dire un truc comme ça générique en disant c'est parce que les gens le veulent pas, que ça marche pas et qu'il faut juste le vouloir. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit que ça. Donc il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Quand je te dis ça, c'est que je fais aussi un retour d'expérience, dans le sens où l'alimentation, je sais que chez moi, plus je mange de la merde, moins je suis concentré, moins je vais rester, moins mon sommeil est performant. En fait, ça découle de plein de choses. Et derrière, dans la construction d'un état d'esprit, d'une manière de réfléchir, je trouve que c'est super important, et je suis pas du tout... Mais t'as dit... je mange pas du tout correctement autant que je devrais, mais je sais que quand je mange des quantités et des nutriments qui sont raisonnables, je sais que je m'en porte mieux. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant, et c'est pour ça que je pense qu'on va en revenir à ce que je disais tout à l'heure, et que c'est propre à chaque individu, même si je pense que ce que tu dis est très juste, mais tu as dit quelque chose juste avant, là, il y a 2 secondes, qui est très intéressant. Tu as dit chez moi. Donc moi, ce que j'invite simplement les gens à faire, c'est que dans leur spécificité, avec leurs moyens, avec leur situation, avec leur localisation, avec tout ce qui est de leur environnement, de faire au mieux. Mais je pense que c'est la seule chose qu'on peut espérer, parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit toujours une question d'argent. Bien évidemment que ça l'est la plupart du temps, mais ça l'est aussi dans nos habitudes de consommation, parce qu'encore une fois, et je pense que ça va être le sujet d'après, pour pouvoir enchaîner, là on parle de l'alimentation, mais qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui des voitures électriques, par exemple? Il y en a beaucoup qui nous disent que la voiture électrique, elle pollue pas, la voiture électrique, elle est magnifique. Et pourtant, tu en as d'autres de l'autre côté qui te disent, dans les batteries, dans leur utilisation, dans le recyclage, elles sont plus polluantes que les voitures thermiques. Tu vois, donc je pense qu'il y a plein de choses. Je sais pas où t'en es, toi, au niveau voiture. Moi, je sais que plus ça va... Alors, niveau voiture, moi, je suis d'accord, l'écologie. Moi, je viens d'une école où, dans ma famille, on aime beaucoup les voitures. Mon père, il m'a donné cette passion pour les voitures. Depuis que je suis tout petit, j'avais des magazines. J'ai toujours regardé les gros modèles avec des yeux grands, hein, comme un gosse, quoi. Attention, tu flirtes avec une analyse à géométrie variable, parce qu'un coup, tu veux manger des pommes, et de l'autre côté, tu veux rouler au pétrole. Ah non. Je suis pas du tout défendeur, je suis pas du tout dans la défense de manger des pommes, des machins. Encore une fois, je suis pas du tout un exemple là-dessus. Pour être honnête, moi... Je peux te couper 2 secondes sans t'attendre, excuse-moi, vraiment 2 secondes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit juste avant. Pour moi, c'est un défenseur des pommes vertes, mais qui veut rouler au pétrole. Vas-y, je t'en prie, continue. Non, tu pourras jamais dire que je suis un écolo. C'est pas un gros mot.
Non, mais je suis loin d'être un écolo et je veux pas me revendiquer comme tel. Maintenant, pour les voitures électriques, effectivement, je pense que sur le long terme, c'est sûrement une bonne idée. J'ai pas toutes les infos. Maintenant, moi, je suis de l'école où j'adore les voitures qui font du bruit. C'est un fait, c'est un plaisir personnel. Donc après, chacun son avis. J'adore les voitures qui sont cylindrées, tous les gros cylindrés. J'adore les gros gamos, tout simplement. Tu peux avoir du sound design là, dans ton véhicule. Ouais, mais c'est pas la même chose. Bah, moi, je te parle de voitures qui crachent de l'essence, tu vois. Ouais. Alors, effectivement, c'est pas bien. Par contre, c'est un plaisir. Moi, je dirais pas que c'est pas bien, parce que je me retrouve bien dans les voitures d'ancien temps. Shout out à mon petit frère Piercy qui adore les vieilles BM qui font du bruit, les vieilles Merco qui font du bruit aussi. Moi, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, j'ai envie de te dire, moi, j'aime bien toute cette nouvelle dynamique de véhicules d'hiver, parce que c'est très high-tech aussi. Après, moi, je comprends totalement. Et au contraire, hein, je veux dire, on a pu rentrer dans des véhicules électriques, des Tesla, des machins, des trucs. Mais moi, le bruit du moteur, tout ce qu'il y a derrière aussi, je trouve ça intéressant, tu vois. Et après, moi, je suis pas trop. J'ai des potes qui sont beaucoup dans la mécanique, comment ça marche, en 4 cylindres, en 2. Moi, je connais pas du tout ça, mais tu vois, on me dirait, on me dit, t'as le choix, on t'offre soit une Tesla, soit une BMW M2 compétition. Mon choix, il est vite fait, tu vois. Tu sais, moi, je suis pas de l'école, c'était mieux avant. Je suis plutôt de l'école de il faut vivre avec son temps. Et c'est comme quand Internet est arrivé. Quand Internet est arrivé, les gens étaient en mode. Mais en fait, si tu veux, c'est le sens de l'histoire. Donc après, si le sens de l'histoire est dans les voitures autonomes, électriques, où tu te poses dedans, elle te ramène chez toi, t'as picolé, t'as plus besoin de faire un test, moi je prends. Parce qu'en plus, si je peux bosser pendant que la voiture conduit, je te cache pas que c'est beaucoup moins cher qu'un taxi. Et ça peut être plus rentable. Maintenant, je pense juste qu'on est dans une évolution. Ah, bien sûr. Encore une fois, moi, je suis pas du tout contre l'électrique, hein. Il y a des Porsche incroyables qui battent des records et elles ont sûrement un sound design. Maintenant, voilà. Après, je pense que c'est aussi des habitudes de conduite. Il y a l'hybride. Les habitudes de conduite. T'as quel âge, rappelle-moi, toi? J'ai 22 ans. T'as ton permis depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Les habitudes de conduite, 2 ans de conduite, mon pote. Mais t'as pas de recul. J'en ai conduit des voitures. Oui, t'en as conduit, mais t'as pas de recul. C'est-à-dire que demain, je sais pas, j'arrive avec la dernière Tesla, machin et tout. Peut-être que le confort. Je sais pas, t'as déjà conduit une Tesla? Une Tesla, non. Ouais, voilà, en fait, je pense qu'avant de comparer, il faudrait tester. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Une Tesla, ça me ferait kiffer. Et tu vois, Moi, je serais d'avis qu'on aille chez nos amis de Perform Car parce qu'eux, ils sont en capacité de nous faire tester des belles voitures. D'ailleurs, s'ils nous entendent et s'ils regardent une ouais. dernière, ça serait cool de nous laisser faire autre chose que de les prendre en photo ou en vidéo. On aimerait bien les tester. Le message est passé. Non, mais après, quand je te parle d'habitude de conduite, tu sais, je roule avec quoi, moi, donc... Ouais, agro gamos. Et tu comprends. J'ai le même, hein, rassure-toi. Ouais, non, non, tu peux pas comparer le S1, la F1 et le karting. Non, je dirais pas que ma voiture c'est une F1, je dirais juste. Non, par rapport à la mienne, si. C'est juste que ta voiture, tu l'as pas entretenue. mais je suis d'accord, Mais tu vois, même ça, moi, je vais te dire, tu veux, je te dis, un truc de ouf, quand on est rentré du Canada, je sais pas pourquoi, parce qu'on avait plein de voitures là. Ouais. J'avais hâte de rentrer et de conduire juste pour venir au bureau, parce que ça m'avait manqué. Moi, j'aime profondément la voiture, tu vois. Après, moi, je pense encore une fois, on parle d'autre chose là. C'est-à-dire que dans ce secteur-là, moi, j'aime les voitures, mais je suis pas un passionné de véhicules. Mais j'aime les belles voitures. Je peux comprendre aussi, parce que je pense que chez toi, en tout cas, là, il y a une dimension de fan, j'allais dire. Bien sûr. Ah, mais carrément. Je vais te parler de mon petit frère, tu vois. Il adore rouler en électrique la semaine, c'est sa voiture du boulot. Et le week-end, je sais qu'il a des envies d'une voiture un peu plus rétro. Donc, en fait, moi, je pense simplement que c'est comme partout, en fait. Tous ceux qui veulent nous opposer le truc et qui... Enfin, moi, je pense que de toute façon, les excès sont négatifs. Donc, quand tu es en train de prôner un truc plus qu'un autre, tu t'obliges déjà à choisir. Moi, par exemple, j'ai pas envie de choisir. Je pense que des fois, de temps en temps, j'ai envie d'une voiture qui fait un bon bruit. Et des fois, quand je suis avec mes enfants, j'ai envie d'une voiture cool qui glisse sur la route, tu vois. Et je me vois bien partir en vacances comme ça aussi. Je pense qu'on peut avoir les deux. Et je pense qu'on devrait justement être dans cette capacité-là et qu'on arrête de nous vendre le truc de l'un ou de l'autre. Je pense qu'encore une fois, c'est une question d'équilibre. Mais tu sais quoi, la prochaine vidéo, on va peut-être la faire en extérieur et on va tester les deux, vu qu'on a encore une fois des gars qui peuvent nous faire tester des beaux véhicules et on verra quelles sont nos sensations. Moi, j'ai pas encore goûté à la voiture qui fait vraiment le bruit du pétrole et l'odeur du pétrole et le vroom vroom incessant que tu as l'air de me décrire. Et par contre, j'ai déjà conduit des électriques, tu devrais en tester une. On serait un petit test sur piste, t'imagines toi le truc?
Ouais, je verrai ça. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on fait dans 2 semaines, hein. Ouais, bah ça, on ne va pas trop en parler encore. Mais effectivement, on va vivre un truc plutôt sympa. Et là, pour le coup, ça va être de la grosse voiture, mais électrique aussi. Bien sûr. Mais je suis pas contre, hein. Je pense, Surtout vu les modèles. je pense qu'on pourra reparler dès le prochain podcast sans faute. On aura de belles images en plus avec ça. Alors attends, parce qu'il va falloir qu'on fasse condenser. Parce qu'il y avait également question d'éducation, économie et emploi. Ah, parce que tu as fait grandir le sujet. Ouais. Ah ouais, non, non, en plus, je suis passé carrément à un autre sujet dans la crise, c'était tout à l'heure. Ok, bon, bah, on va passer à psychologie et développement personnel. Je trouve ça un super sujet. Ouais, bah, je pense qu'on peut clôturer même avec celui. Alors, j'ai noté plusieurs sous-parties: croissance personnelle, résolution des problèmes, gestion du stress. Gestion du stress. Comment tu gères le stress? Est-ce que tu trouves que tu gères bien le stress déjà? Mieux. Je pense que je gère mieux le stress. Honnêtement, je pense que je le gère mieux. Mais je le gère parce que on m'a donné des clés. Voilà. Parce que je pense qu'en fait, le stress, c'est une grande inconnue pour beaucoup de personnes. Parce qu'au final, tu peux pas le comparer d'un individu à un autre. Donc à partir de là, on réagit jamais de la même façon. Donc je pense que je le gère mieux. Et je pense que je pourrais le gérer encore mieux sur des à côté. Je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que si je mangeais mieux, si je dormais mieux, j'aurais encore une meilleure gestion de mon stress. Je pense que l'environnement aussi joue beaucoup. C'est-à-dire avec qui tu travailles, avec qui, enfin tes amis, ton cercle familial aussi. Je pense qu'il y a plein de facteurs. Tu vois. Donc après, moi, j'essaie de le gérer au mieux. Et je pense que mon diabète, pour le coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis diabétique. Mon diabète est un bon curseur parce qu'en fait, du coup, j'ai un impact direct. Donc j'arrive à déceler quand je suis dans une phase de tension. Parce que des fois, tu as un stress aussi qui n'est pas visible, tu sais. Et tu as l'impression que ça va, et en fait, ça va pas, en fait. Tu vois. Et des fois, après, quand tu décompenses, c'est un peu l'enfer. Donc non, moi, je pense que je le gère mieux. Et c'est de toute façon nécessaire de bien le gérer parce que sinon, ça a plein de conséquences sur le corps, quoi. Mmh. Ok. Et toi? Bah, s'il faut faire un rétro-planning de l'évolution depuis ma jeunesse, je pense que je l'appréhende mieux. Euh, je pense que c'est une question d'émotion aussi qu'il faut gérer. Euh, j'ai pu lire quelques livres justement sur la gestion en public ou même juste personnellement pour gérer le stress. Et je pense qu'il joue le plus, c'est le conditionnement. En fait, il faut se conditionner et accepter d'avoir à un moment des moments de stress et l'appréhender. Moi, je suis beaucoup dans l'appréhension, enfin dans la préparation. Je sais que ça va arriver cette période de stress, donc il ne faut pas que je refasse les erreurs que j'ai fait avant. Agir à l'émotion ou Et tu te mets pas la pression quand tu fais ça? ouais, mais c'est une bonne pression. Ah si, moi je dis beaucoup avec la pression. Bah, je veux dire, toute ma vie, moi je l'ai faite sur la pression. J'ai eu mon bac au rattrapage. La pression, c'était ma mère. Il y a quoi d'autre comme pression? Brevet, pareil. Tu vas exploser un jour, hein, parce qu'il y a d'autres trucs qui mettent plus la pression encore. Oui, non, mais tu sais, à cet âge-là, pour le bac, je peux t'assurer que fallait le vivre. Quand j'ai eu au rattrapage, ma mère, c'était une pression parce que je peux t'assurer que si j'avais pas eu mon bac, aujourd'hui, je pense que je serais jamais venu sur Paris. Et que Ça, on n'en sait rien. Donc, Dieu merci, tu l'as eu, mais c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, non, mais en fait, c'est que ça découle de plein de choses. Si je m'étais pas mis la pression, j'aurais pas eu du tout la même approche de plein de choses. Donc, je pense que la pression, c'est une bonne chose de ouf. En tout cas, moi, je le vis bien. Alors, non, je dis je le vis bien, c'est pas forcément vrai. C'est un moteur. C'est un moteur. ouais, je vois où tu veux en venir, mais Je préfère une bonne pression plutôt qu'un stress incontrôlable. tu vois, on parlait de préparation tout à l'heure. Si on parle de stress dans notre activité, moi, la seule chose qui peut potentiellement me stresser, c'est le fait de cumuler du travail, de pas assez me reposer, d'enchaîner les choses. Et effectivement, ça crée un stress qui est nerveux et en fait, c'est de la fatigue. Tu vois. Mais en soi, si tu parles de stress de manière basique, je suis jamais stressé, moi. Parce qu'en fait, non, je suis jamais stressé. Non, mais tu peux donner la tête, je suis jamais stressé, je suis sûr de mes acquis. Moi, ce que je te dis, encore une fois, écoute bien ce que je dis. Mon stress ne vient pas de moi, il vient d'une accumulation de choses que je veux pouvoir maîtriser de la meilleure des façons. Ça, si tu veux le considérer en stress, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tant qu'individu
d'esti, je suis jamais stressé parce que je suis sûr de mes acquis. C'est-à-dire que je suis sûr de ce que je dis, je suis sûr de ce que je fais et je suis sûr de ce que je représente. Donc à ce niveau-là, j'ai pas de stress en particulier. Bah, comment t'appellerais ça du coup? De quoi? Bah, t'as jamais de stress, donc tu te mets jamais la pression? Je me mets pas la pression. Je me donne des objectifs, je me mets pas la pression. Après, je suis tendu. C'est de la tension, en fait, après, qui vient se cumuler. Parce que quand tu dors mal, t'es tendu. Quand tu cumules beaucoup de jobs, t'es tendu. C'est de la tension, mais je dirais pas le stress. Bon, oui, Pour toi, tension et pression, c'est pas la même, c'est pas la même signification. pas tout à fait. Pas tout à fait. Pression et stress, pour toi, c'est la même chose? Non. Ah, ok, autant pour moi. Bah, tu vois, moi, je les mets sur le même. Je sais, c'est pour ça. Parce que toi, ce que tu appelles pression, moi, j'appelle ça des objectifs, des buts à atteindre. Je sais pas, le terme de pression ne me parle pas, en fait. C'est-à-dire que si, allez, je suis un menteur. Les fois où j'étais en pression, vraiment, c'est quand je fais des choses pour la première fois. Parce que je me pose toujours la question de savoir si je vais bien les faire, tu vois. Mais une fois que j'ai acquis la technique ou que je sais comment appréhender les choses, je suis plus dans la pression. Je suis juste dans le souci de bien faire. Mais une fois que j'ai acquis la compétence, et ça a été le schéma à peu près le même quand j'étais dans mon sport, quand ça a été dans ma première activité professionnelle, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Voilà, aujourd'hui, je peux. Oui, si tu veux, tout le monde parle du stress. Je vais être stressé par mon activité parce qu'il y a un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, ça me met une forme de tension. Mais c'est pas le stress tel qu'on pourrait le sentir. Tu sais, genre, je me lève le matin et je perds tout ce que je sais. Enfin, tu vois, ou je vais parler à quelqu'un, genre, ou demain, on a 300 personnes devant qui il faut parler. Tu vois, hier, on était dans un stade. J'aurais pu prendre le micro et parler, ça me pose aucun problème. Ah non, mais là-dessus, je sais pas, mais ouais, c'est plus dans. Dis-moi, quand tu parles d'accumulation, là, je vois, tu vois. C'est plutôt ça, tu vois, je pense. Et je pense qu'en fait, pour répondre à ta question initiale, je pense que le challenge, il est dans cette gestion de ce truc-là, tu vois. Comment on gère le rythme, tu vois. Comment je gère l'information. Comment je classifie l'information aussi. Parce que du coup, quand tu sais pas prioriser les choses, tu mets tout au même rang. Si tu mets tout au même rang, tu veux tout gérer de la même façon et de la même vitesse. Et je pense que si tu organises tes idées, si tu mets tes priorités au bon endroit, bah, du coup, tu es dans un truc qui est fluide, tu vois. Et en fait, tu n'es plus que dans une succession de missions à remplir, d'objectifs à atteindre. Et tu vois, ça rend le truc plus fluide. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'appréhende et que j'essaye de l'appréhender. Parce que si tu mets tout au même rang, au final, il t'en faut pas 10 pour que tu puisses péter les plombs. Il faut juste que tu aies 20 millions de personnes qui te parlent dans la tête de la même façon et à partir de là, tu sais plus où mettre tu vois, tes priorités. Donc je pense que le secret, il est dans l'organisation, il est dans la hiérarchisation euh, de ces dossiers, de ces priorités, ça on l'a dit aussi. Et je te rejoins à nouveau sur la gestion des émotions. Parce que les émotions, comment dire, en anglais on dit roller coaster, c'est un grand 8, quoi, tu vois, je sais plus le terme français. Et donc voilà, donc je pense que c'est ça, je pense que le challenge il est là. Moi ce qui m'a beaucoup aidé, et j'invite tout le monde à le faire, c'est faire du yoga. C'était génial ici. Voilà, j'ai absolument pas gagné en souplesse, mais par contre, respiration, ce genre de choses, c'était hyper cool. C'était hyper cool et je trouve que le yoga c'est plutôt fun pour ça parce que tu arrives à retrouver une espèce de paix intérieure justement qui, euh, qui fait effacer un peu cette pression, cette tension, ce stress. On l'appellera comme on veut. Bah écoute, t'en fais toujours? Moins. C'est-à-dire que j'ai plus eu l'occasion de me poser comme j'en faisais un peu post-Covid, mais j'ai gardé des tips qui m'aident beaucoup, surtout des travails de respiration Ouais, parler. avant les entretiens, pour me recentrer, tu vois, pour essayer de faire le vide un peu dans ma tête entre deux rendez-vous, surtout que nous, on a des casquettes où d'un rendez-vous à un autre, on parle de thématiques tellement variées que c'est très important à un moment donné de prendre un moment pour de souffler, quoi. Juste souffler et d'être en conscience. C'est une genre de thérapie? Tu vois ça comme une thérapie? Je vois comme un travail sur moi-même, mais en continu. C'est-à-dire que de toute façon, je vois ce que le stress peut générer comme conséquence sur mon corps, d'un point de vue maladie, d'un point de vue problématique en tout genre, manque de sommeil et autres. Tu vois, ça te rend compte, stress. T'es désagréable, t'es pas le mec le plus fun, tu vois ce que je veux dire? Quand t'es tendu, je pense que personne n'a envie de te côtoyer, alors que dans le fond, t'es sûrement un amour, tu vois ce que je veux dire? Ok. J'essaye de travailler sur moi là-dessus et je me dis que de toute façon, quand les choses ne doivent pas aller, elles ne vont pas tout simplement. Et ça sert à rien de se mettre la rate. Tiens. J'essaie de le voir comme ça. Encore une fois, c'est facile de le dire. À appliquer, des fois, je te l'accorde. Et tu as eu des situations où tu étais avec moi. Et c'est pour ça que je pense que tu m'as fait cette remarque-là. Où des fois, on peut avoir le sentiment qu'on est dépassé. Mais c'est bien de se rendre compte qu'on a eu un sentiment beaucoup trop élevé par rapport à ce que c'était. Et relativiser les relatifs. Bien sûr. Ah, tu vois, je pense que moi, pour ma part, ce qui m'a le plus
aider dans la gestion du stress, j'ai testé plein de trucs, hein. Alors le yoga, jamais, parce que je me vois pas me poser... je sais que la méditation, généralement, c'est un état où tu as ton conscient et ton subconscient, il faut naviguer entre les deux. Si tu m'arrêtes si... Ouais, je pense, ouais, il y a un peu de ça. Hein. Et moi, alors, j'ai peut-être pas la maturité nécessaire pour m'y mettre. Par contre, moi, ce qui m'aide, c'est pas forcément la muscu, mais c'est de courir. Parce que quand je cours, j'oublie tout. Et l'endorphine, alors non, c'est comment ça s'appelle cette drogue créée par le cerveau? Je sais pas. Tu sais, c'est l'endorphine. L'endorphine qui est créée quand je cours, c'est l'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent en fait. Donc en fait, je pense que c'est la... Putain d'équivalent. Alors dites-nous si on dit une connerie, parce que du coup, en termes d'endorphine, j'allais parler du tatouage, parce que moi, quand on me tatoue, c'est peut-être le seul moment où je me détends vraiment. En fait, à un moment donné, ton corps Ah, t'es le seul. et ça me détend de fou. En fait, vous êtes tous des menteurs, les tatoués. Quand tu dépasses l'heure de tatouage, je te jure, tu sens plus la douleur. C'est juste passer à 4 heures de tatouage, là, ça commence à devenir Après, toi, t'as fait des longues heures. Moi c'est du... c'est pas... short. Ouais. Ouais. Bah, après, je sais pas pour... Tu sais, je te le dis carrément que j'y repasse dans pas longtemps, là. Dans pas longtemps, je vais avoir mon pote, là, qui va me tatouer. Et c'est bizarre parce que ça faisait une bonne année que j'avais pas fait de tatouage, je crois. Et là, j'ai eu le besoin de le faire, tu vois. Et c'est pour ça que c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, à un moment donné, j'y vais parce que j'aime le tatouage, mais en même temps, j'y vais parce que je sais que ça va être un moment où... Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Je suis plus en train de faire, on fait. Et là, relax. Tu me diras, je pourrais aller chez le coiffeur, mais j'ai plus de cheveux. Je fais avec ce que j'ai. Résolution des problèmes. Comment tu résous un problème? Comment je résous un problème? Comment je résous un problème? Ça dépend de quoi on parle, en fait. Ça dépend de quoi on parle. Moi, je suis un cancer, donc ça veut dire qu'on est beaucoup dans les émotions, les sensibles, on a fleur de peau. Donc, moi, j'essaie de résoudre les problèmes dans la discussion, dans l'échange. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, des fois, j'étais un peu relou, tu vois. Le mec, il veut tout le temps parler, il veut toujours mettre tout à plat. Je pense qu'encore une fois, ça dépend tout à chacun. Il y a des problèmes qui se règlent tout seuls, je pense. Et il y a des problèmes qui se règlent parce qu'on aura changé de comportement, on aura pris un positionnement différent, parce qu'on aura trouvé des solutions qui peuvent nous aider à être meilleurs. Tu vois? Je pense que les problèmes, c'est avec l'expérience. Et la résolution des problèmes, bah, ça va aussi avec l'expérience. Donc, du coup, le temps aide beaucoup à être plus... comment dire? Je cherche le terme, c'est pas mature, mais être plus... oh, ça me revient pas, mais en gros, le temps t'aide à relativiser et à prendre les choses soit moins à cœur, soit de manière moins véhémente. Donc non, je ne saurais pas trop te dire. Je pense qu'aujourd'hui, je cherche juste à m'adapter. Je cherche à éviter les problèmes. Ça, c'est une certitude. Et puis après, j'essaie d'être moi-même aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné aussi, la meilleure façon de pouvoir résoudre un problème, c'est aussi d'être calme. Parce que dans l'excitation, l'énervement, tu ne règles jamais rien. Et toi? Je pense que ça fait partie de... Pour moi, ça n'existe pas une vie sans problème. Genre, ça fait partie du lot et ça fait partie de l'expérience de la vie. Parce que si tout coulait de sens, ce serait pas drôle. Euh, S'il n'y a pas de problème, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de moment joyeux. Un problème ne peut pas être joyeux. Donc, je pense que c'est un... Ouais, il faut savoir jauger entre les deux. Et je pense plus tu résous des problèmes, plus ça t'apporte de la compétence, plus tu es à même de résoudre de prochains problèmes, en tout cas de les appréhender bien plus facilement et avec un recul assez nécessaire. Après, tu sais, il n'y a pas de problème si tu as les moyens de pouvoir les régler, financiers ou autres. Alors, en soi, c'est peut-être des blocages, c'est peut-être juste des choses qui demandent réflexion, amélioration, développement, comme tu l'as dit. Et tant que ça te permet de pouvoir évoluer, c'est une chose. Moi, je pense qu'encore une fois, hein, qu'on fasse très attention aux mots. Hein. Moi, ce problème, c'est un terme que... C'est un peu comme l'échec. C'est des termes que j'utilise pas. Parce qu'en fait, toujours dans la recherche des solutions. Voilà. Donc, je pense que des fois, il y a des moments plus durs que d'autres. Ça, c'est une certitude. Mais comme tu l'as dit, c'est ces moments-là qui nous permettent d'être meilleurs, de nous améliorer, de faire des choses. Tu vois. Donc, c'est un peu comme à l'image de ce podcast. On a fait un premier épisode où j'étais tout seul, qui était pas tip-top. Je suis allé au Théophile. On s'est amélioré sur le montage au deuxième. Le troisième sera sûrement exceptionnel. Et voilà, non, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a que des choses qu'on peut améliorer. Et je pense que la perspective de pouvoir faire des choses
et de pouvoir les améliorer, elle est belle, tu vois. Imagine simplement si tu étais dans un monde où il n'y avait pas de problème, effectivement, là, je te rejoins. On ne serait pas heureux. Ça serait compliqué. Oh, moi, je pense qu'on peut être heureux, hein, tu sais. On en trouverait. Oui, tu sais, C'est clair. il y a plein de problèmes. Aussi, plein de problèmes. Moi, j'ai vu un reportage. Bon, après, j'ai vu un reportage sur une fille. Alors, je connais pas. Elle était complexée par ses fesses. Je sais pas si sujet sensible. Oui, bah, en tout cas, moi, j'en parle. Elle a le droit d'être complexée par ses fesses, Max. Elle a le droit d'être complexée par ses fesses. Ce que je te dis juste, c'est que d'un point de vue, tu prends à l'échelle de l'humanité, son problème reste un petit peu moins important que alors oui, pour elle, oui, mais moi, je te parle à l'échelle de l'humanité. Le truc, c'est qu'elle elle éprouve vraiment des sensations, des émotions très... elle n'était pas bien dans son corps. Alors, ce que je peux comprendre, Moi, je vais faire un focus. ça vient de te choquer, j'ai fait de la chirurgie esthétique, tu le sais pas. Non, mais après, très bien pour ça, j'ai pas... Et effectivement, juste, je pense que des fois, il faut quand même prendre un petit peu de hauteur et se rendre compte quand même qu'il y a des problèmes un petit peu. Et moi c'est mon avis, mais si tu trouves que tes fesses sont pas assez grosses, il y a la salle pour ça. Ouais, mais après, parce que tu vois, tu veux te conditionner au niveau du monde. Les gens ont le droit de se conditionner au niveau d'eux-mêmes. Moi, je te prends un exemple. Personne ne le remarque jusqu'à ce que je le montre, mais j'ai les plus petites oreilles du monde. Ça m'a complexé un certain nombre d'années. Eh ben, je m'en fous que les gens me disent qu'il y a d'autres problèmes dans le monde. Ça me fait chier d'avoir des petites oreilles. Malheureusement, je peux rien y faire. Je vis avec, mais je pense qu'à notre petit niveau, encore une fois, on a le droit d'avoir. J'avais jamais remarqué. Ah, il a fallu que je mette le focus dessus pour que tu regardes. Attention. Ouais. Dérange. Mais Aujourd'hui, je vis mieux avec. Dieu merci, j'ai presque 40 ans, tu imagines pas? parce que je trouve qu'avec le temps, tu te rends compte que des complexes, finalement, bah, ça fait partie de la vie. Puis ça fait partie de la personne que tu as défini d'être. C'est pour ça que quand il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont pas assez de fesses, excuse-moi, je trouve ça un petit peu... quand tu grandis, je pense qu'à un moment donné, tes complexes, je sais pas. Max, t'as dit un truc encore une fois, t'as dit je pense. Moi, je pense surtout qu'on devrait chacun s'occuper de nous-mêmes et qu'on a le droit de vivre avec des craintes, des peurs, des complexes. Le plus important, c'est de trouver des solutions. Et moi, je trouve ça important que les gens trouvent des choses à améliorer. Le plus important, c'est pas de rester dans une phase où on se plaint, quoi, tu vois. Ah bien sûr. Heureusement, il faut se trouver des solutions. Malheureusement, pour mes oreilles, je pourrais jamais rien y faire. Et de toute façon, avec le temps, on me trouve mignon. Et si on me trouve pas mignon, je casse des gueules. Voilà, ça c'était pour le petit message. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver le podcast qui est maintenant disponible sur les plateformes de streaming, parce que c'est vrai que le premier épisode a mis du temps à arriver sur les plateformes de streaming. Mais voilà, ça se trouve en description. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les nouveaux, très important. Et puis, je laisse le mot de la fin de Steve. Fin. À la prochaine, les amis. C'était lourd, non? Let's go.